L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Sur Espace TV, tous les matins, voilà, pour votre plaisir, voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur cette disparition. C'est une émission spéciale d'ailleurs, en gestation avec entre autres 6 médias, Espace et puis la RTG. Merci à vous tous à l'international. Je le disais tantôt, un 25 mai 1963, il y a près de 60 ans donc, qui naissait sous les auspices donc de 32 États en Éthiopie, l'Organisation de l'Unité africaine. Et qui mieux pour parler, nous avons ce matin Monsieur Bahouri en direct. Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'accepter notre invitation, Monsieur Bahouri. On commence avec vous, avec un regard général sur l'organisation de l'unité africaine, OUA, à l'époque, il y a à peu près 60 ans maintenant. Monsieur Bahouri, l'OUA, un rêve manqué, une ambition qui n'est pas parvenue à bout? Bon, c'est difficile de le dire, vous savez. Mais d'abord, permettez-moi de rendre hommage à un grand ambassadeur de la culture guinéenne qui a permis de faire connaître le nom de la Guinée de manière positive un peu partout à travers le monde. Il s'agit de notre musicien Mori Kanté. Donc, paix à son âme. Et c'est par la culture que très souvent, les unités, les frontières disparaissent. Et de ce point de vue, il a fait œuvre utile dans le cadre de ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Bien, pour en revenir au sujet également, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est un de nos compatriotes, Feu Diallo Telli. C'est une occasion également de rendre hommage à tous ses prédécesseurs qui se sont battus pour une idée, pour un idéal, de construire l'unité du continent dans un contexte où les expériences étaient encore très embryonnaires et la décolonisation était loin de finir. Et je pense que c'est la question de la décolonisation qui a été encore un sujet extrêmement important qui a empêché de manière beaucoup plus raisonnable et rationnelle que l'unité du continent puisse être envisagée de manière beaucoup plus pragmatique en 1963. Maintenant, par la suite, l'OUA a fait ce qu'elle avait à faire dans la commission de décolonisation. Et rappelons que la Guinée a joué un rôle encore très important dans la construction, disons, de cette dynamique de libération des pays qui étaient encore sous domination, soit lusophone, soit de l'apartheid. Donc, l'OUA, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas rempli sa mission, mais une étape est franchie. Ouais. Et aujourd'hui, il nous reste encore beaucoup de chantiers avec des risques nouveaux, avec des changements de paradigme, avec des États qui étaient naissants en 63, mais qui deviennent complètement obsolètes et complètement en déphasage avec les intérêts de leur pays et de leur peuple aujourd'hui. D'où la nécessité de repenser l'unité du continent de manière plus pragmatique. Oui, peut-être on peut dire aujourd'hui que les pères fondateurs avaient beaucoup plus de vision et étaient beaucoup plus attachés à cette organisation finalement que les héritiers, puisque depuis qu'on est passé de l'OUA en 1963 à l'Union africaine en 2002, il y a comme un changement réel. Il n'y a plus cette affirmation, si vous voulez, de l'identité africaine sur tous les plans comme on nous l'avait enseigné au tout début. Il faut reconnaître que les pères fondateurs avaient l'air d'être beaucoup plus attachés à la cause de leur peuple, à la cause de l'affirmation du continent et de l'homme noir en général. Les héritiers ont été beaucoup plus ou moins affairistes, beaucoup plus intéressés au prestige que l'aura d'occuper un fauteuil présidentiel permet d'avoir. Et il y a un déphasage. Monsieur Ba, on aimerait bien vous entendre.
sur ce que vous êtes en train de dire, les héritiers sont révélés un peu plus intéressés, attachés à tout ce qui est forme. Mais est-ce que finalement, c'est pas dû au fait que le contexte africain lui-même est mutant? Dans le contexte de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, vous-même vous le dites, il y avait le besoin de sortir de la colonisation, de s'affirmer en tant qu'État. Aujourd'hui, cette forme de colonisation semble exister toujours, d'après plusieurs théoriciens, sous forme politique, sous forme d'influence diplomatique, sous forme d'influence économique aussi. Finalement, est-ce que ce n'est pas tout ça qui conditionne l'attitude et les lignes tenues par les dirigeants africains aujourd'hui? Autrement, changer de paradigme. Bien entendu, vous savez qu'au début, c'est vrai, il y a eu un besoin d'affirmation d'État-nation qui, par la suite, se sont consolidés avec maintenant, en termes de système économique, de courant d'échanges commerciaux qui n'avaient pas changé. Donc, dans une large mesure, les circuits existants durant la colonisation ont continué à durer pendant la période dite d'indépendance. Et de ce fait, les circuits commerciaux entre les États africains ne se sont pas développés. C'est toujours des États plus ou moins rentiers qui développent des matières brutes et qui sont traités ailleurs. Ce qui fait que le besoin d'unité, le besoin de renforcer une intégration économique n'a pas été développé. Ce qui fait que les États ont été plus ou moins balkanisés, incapables d'avoir une vision propre, peut-être pour aller de l'avant. Peut-être qu'ils ne se sont pas... je suis pas d'accord quand vous dites que les circuits financiers ne se sont pas développés. Bon, je pense qu'ils se sont développés dans le désordre, parce qu'il y a eu... L'Afrique a fait quand même l'objet de beaucoup de convoitises, mais aussi de beaucoup d'apports financiers aujourd'hui. Finalement, comment tendre à cette unité quand il y a des relents souverainistes qui persistent sur le continent? Chacun veut préserver sa chapelle au détriment de l'autre. Veut-on vraiment de cette Union africaine? Aller jusqu'à l'effacement des frontières. Ce que vous dites est vrai, Physique. parce que dans une certaine mesure, les élites qui ont pris le pouvoir se sont beaucoup plus intéressées à leur propre intérêt et non pas à l'intérêt collectif. Les circuits économiques mis en place confortaient cette situation, ce qui fait que c'est vrai ce que vous dites, là où il y a des matières premières, il y a des guerres, il y a des scissions, le Soudan est divisé en deux, là où il y a des ressources extrêmement importantes, l'État de la RDC est incapable d'avoir une stabilité depuis l'indépendance pour pouvoir se construire de manière moderne, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'obstacles internes. Mais je dois dire, il ne faut pas renvoyer la pierre à l'autre en disant c'est la faute aux autres. Nos élites, nous-mêmes, nous sommes responsables de la situation qui arrive au continent aujourd'hui. Nous ne devons pas nous dire que c'est toujours la faute aux autres. Par exemple, les États du sud-est asiatique qui étaient dans une situation comparable en 1960, comme la Corée du Sud, leur intelligence collective, leur volonté de se dépasser les ont amenés, notamment la Corée du Sud, à être une puissance économique majeure. Donc, nous devons se rendre compte que nous sommes, en tant qu'Africains, responsables principalement du devenir du continent. Et de ce point de vue, c'est pas reluisant. Baouri, en direct ce matin, le panafricanisme, Voilà, l'honneur ce matin. Alors, Baouri, la question qui est d'actualité, c'est comment redonner du sang nouveau à l'Union africaine. C'est-à-dire que quand on fait un peu de recul, on se rend bien compte que les pères fondateurs ont mieux joué leur rôle que ceux qui les ont après succédés. Parce qu'ils avaient un objectif, ils ont mis les fondamentaux. Après, le flambeau n'a pas été tenu comme il le fallait. Comment amener l'Union africaine à ne pas être un simple club d'anciens ou de nouveaux chefs d'État qui ont l'ambition de s'accrocher au pouvoir? Parce que les conflits qui minent le continent, ce sont des conflits liés à la gouvernance sur les minéraux, à la gouvernance politique, mais aussi à tous ces problèmes créés par ces élections en n'en pas fini et
le but affiché par certains chefs d'État de s'accrocher au pouvoir. Comment amener tout cela à disparaître petit à petit? Et puis après, comment amener le continent à être souverain véritablement? Le cas de la Libye montre encore que la souveraineté de l'Afrique n'est pas pour demain. La Libye a connu plus de morts sans Kadhafi qu'avec Kadhafi. Comment mettre fin à tout cela? Bon, par rapport à votre première question, c'est extrêmement important. Comment parvenir à faire évoluer les choses? Il faut qu'il y ait une convergence sur le plan politique. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, qui est l'une des organisations de la région qui semble plus avancée que d'autres, il doit y avoir une fermeté absolue de respecter les règles et les principes qui ont été ratifiés par les uns et par les autres. Et de ce point de vue, la question de la gouvernance, c'est le principal facteur de crise et de déstabilisation. Donc, il faut que les États, dans les régions, soient stricts et ne puissent pas permettre que quelques individus puissent se permettre de s'accaparer de leur pays, de considérer leur pays comme une propriété privée. Il y a une co-responsabilité, de telle sorte que si un pays est instable, ça rejaillit sur l'ensemble de la sous-région. Et de ce point de vue, il ne faut pas dire la souveraineté de l'État nous permet de faire ce que nous voulons dans notre pays. Non. Ouais. Lorsque vous mettez en danger les régions, les autres ont le droit de se protéger en vous ramenant à l'ordre puisque vous avez signé des textes et les avez ratifiés. Et de ce point de vue, il faut qu'il y ait une fermeté et une détermination absolue pour faire respecter ce qui a été contracté avec l'aval des populations. Ça, c'est la première règle, parce que ça permet de remettre de l'ordre, de remettre de la discipline, parce que cette question d'évolution des pouvoirs est le principal facteur qui nous retarde, qui crée des guerres civiles, qui oblige des populations à s'entre-déchirer pour des intérêts mesquins qui ne concernent que quelques-uns. Ouais. Il faut que l'Afrique fasse le ménage de ce côté-là. Et à partir de là, les questions de projets de société, quelle culture, quelle science, quelle éducation, comment développer des infrastructures comme le NEPAD l'avait lancé, devraient être beaucoup plus en phase avec les réalités du monde aujourd'hui. Regardez la question de la défense. Nous ne pouvons pas nous permettre, comme les pères fondateurs l'avaient déclaré, d'avoir des armées nationales un peu partout. Les situations de crise et les risques que nous connaissons aujourd'hui ne concernent pas la région, la frontière du moins. Ça concerne quelque chose d'asymétrique qui nécessite une convergence, une unité de défense commune pour faire face à ces menaces. Donc il faut changer la manière de faire, il faut changer de paradigme et là, il faut un nouveau leadership. Ouais. Et je salue que dans le continent, il y a des nouveaux leaderships qui émergent. Par exemple, le Premier ministre d'Éthiopie, Abiy Ahmed, incarne un nouveau leadership qui devrait rayonner sur l'ensemble du continent. Kagame, à sa manière, incarne un autre type de leadership. J'espère que la Guinée, dans peu de temps, va reprendre sa place dans les pays qui font émerger de nouveaux leaderships sur le plan régional et sur le plan continental. Alors, parmi ces défis, vous avez un peu parlé, et je voudrais qu'on y revienne un peu en profondeur sur les défis sécuritaires. Aujourd'hui, on sait qu'il y a cette menace du terrorisme qui plane sur le continent, aussi bien ici en Afrique de l'Ouest, mais également au niveau des pays des Grands Lacs. Il y a toutefois ces velléités des groupuscules qui essayent, n'est-ce pas, de mettre en danger la sécurité et la quiétude des États. Mais il se trouve que dans la réponse à ces défis sécuritaires, on a toujours l'impression que nos États attendent que l'Union européenne ou les États-Unis non seulement viennent au secours, mais proposent le plan. C'est-à-dire le projet même de sortie de crise est proposé ailleurs. Qu'est-ce qui ne marche pas, à votre avis? Je veux être, de ce point de vue, simpliste. La plupart du temps, la plupart des dirigeants ne s'intéressent
qu'à ce qui restera dans leur poche après une opération, un projet. Ce qui fait que ce qui les motive le plus, c'est qu'est-ce qu'il va rester en termes d'intérêt personnel par rapport à telle catastrophe, par rapport à telle situation. Regardez, dans un pays voisin que je ne nommerai pas, la question de l'armée de ce pays pose problème parce qu'en fait, au lieu d'investir dans les équipements militaires, très souvent, il y a une nomenclature militaire qui s'intéresse beaucoup plus à ses propres intérêts et le pays est devenu maintenant le ventre mou au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et ça a menacé et ça menace. Monsieur Bahouri, vous faites bien de dire que c'est une explication simpliste que vous allez y donner, mais effectivement, est-ce que c'est pas une erreur? Je vous amène à réagir à cet élément-là. L'exemple du Sahel, par exemple, 5 États qui font face à une crise sécuritaire qui date de plusieurs années. En présence, vous avez la CEDEAO, vous avez le G5 Sahel et vous avez la force d'interposition du Sahel, donc la force du G5. Mais par le même moment, vous avez la force africaine en attente qui est là et l'Union africaine qui est de l'autre côté. Donc, le problème aujourd'hui, est-ce que finalement ce n'est pas la désarticulation? Vu que Jacques parlait tout à l'heure même de plan, est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Au plan institutionnel, est-ce que finalement l'organisation même ne manque pas de maillons? Est-ce que ce n'est pas désarticulé? Et ce qui ferait finalement de l'institution africaine un gros éléphant sans poids? Bon, ce que vous dites est vrai, mais la réalité est une chose. Lorsque vous n'avez pas la politique de vos moyens, vous êtes obligé d'être suiviste. Et l'Union africaine, jusqu'à présent, est suivie. Le fonctionnement de l'Union africaine est donné par l'Union européenne, ce qui fait que les forces d'attente de l'Union africaine ne peuvent pas être opérationnelles sans l'aval et les aides soit de l'Union européenne, soit des États-Unis ou d'autres puissances, qui limitent les capacités d'action. Il y a par exemple eu quelques idées qui ont été émises par certains chefs d'État, notamment Kagame, sur des ponctions qui auraient pu être prélevées, notamment sur l'exportation des produits, des matières premières qui sortent donc du continent. Peut-être que si l'Afrique a la volonté, elle pourrait ne pas attendre l'aide de l'Union européenne, par exemple, pour son fonctionnement. Parce que ce ne sont pas quand même les matières premières qui manquent, ce ne sont pas les richesses qui manquent sur le continent. Et c'est très bien vrai. Le président Kagame en a fait sa proposition forte pour doter l'institution panafricaine de ses moyens. Mais il y a beaucoup qui prennent le pas parce que ça ne les intéresse pas, parce que ça les obligerait à perdre en partie leur souveraineté, entre guillemets, en ce qui concerne les richesses de leur pays. Et vous savez, très souvent, malheureusement, ce qui intéresse le plus grand nombre semble ne pas faire la préoccupation de quelques-uns qui ne s'intéressent qu'à ce qui leur donne un plus grand prestige, plus de pouvoir, plus de privilèges, plus d'honneur, et malgré, disons, la situation de la population. Alors, il est important d'avoir les moyens de sa politique. Il est important que le centre d'intérêt des politiques nationales soit la résolution des problèmes des citoyens. Si on a ça comme moteur, comme axe majeur, prioritaire, on verra nécessairement le chemin de l'unité des régions progressivement. Je prends l'exemple, en ce qui nous concerne, les mines de fer au sud de notre pays. Il y a des possibilités qui existent d'avoir une co-gestion, une co-exploitation entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée, des mines de fer dans cette région, qui ne consistera pas à être simplement une exploitation brute, mais aller plus en avant dans la mise en place d'industries sidérurgiques. La Guinée seule peut ne pas avoir ses moyens, mais la combinaison des trois pays,
intérêt oblige, peut nous permettre d'aller de l'avant. C'est comme ça que l'Allemagne et la France ont fait la paix à travers la houille de la région de la Ruhr. Nous aussi, nous devons avoir des ambitions, nous devons avoir des politiques concrètes pour permettre de sceller dans la durée ce que vous dites, la complémentarité de nos pays. Ce que vous dites à travers votre exemple, d'autres l'ont dit aussi avec le pétrole, c'est-à-dire qu'il y a quelques pays qui sont producteurs. Ici en Afrique de l'Ouest, on retiendra le Nigeria et quelque peu, je crois, le Sénégal. Les gens, ils proposent qu'on ait, par exemple, une co-gestion, mais si vous voulez, un financement participatif qui permettrait d'aller vers l'installation des, je sais pas moi, mais des dispositifs qui permettent d'avoir une transformation sur place au lieu d'exporter le brut à l'étranger. Et est-ce que c'est quelque chose de facilement acceptable pour l'exemple, par exemple, du sud de la Guinée, entre les trois pays, vous pensez qu'il y a possibilité, au regard bien entendu des capacités financières des trois pays, d'arriver à l'installation d'une sidérurgie qui ferait, si vous voulez, de ces trois pays une force économique dans le long terme? Bien entendu, c'est possible. Tout dépend de la volonté politique. Et avec la volonté politique et l'intelligence collective et l'assentiment des populations que ça va dans le sens des intérêts à moyen et long terme, des possibilités sont offertes. À l'heure actuelle, pour être beaucoup plus pragmatique, il faut libérer la circulation des capitaux. Si un Sud-Africain veut investir en Guinée, il a les capitaux, il ne faudrait pas qu'il y ait obstacle à ce qu'il puisse investir dans notre pays. Il faut débloquer ce genre de mécanisme, circulation des biens, circulation des personnes, circulation des capitaux. Et à partir de là, on crée effectivement les bases objectives de l'unité, soit de la région, soit du continent. Et c'est avec ça que de grands groupes vont émerger, des groupes multinationaux africains qui pourront compétir à armes égales avec d'autres structures multinationales de par le monde. C'est comme ça que l'unité peut se créer. C'est clair. Mais simplement il y a tellement de projets comme ça. Des incantations. Il y a des projets comme ça qui sont presque mornés. Ça me rappelle un peu Air Afrique, où on a tenté d'avoir des ailes communes pour le continent, mais ça n'a pas marché. Mais il y a quand même des observateurs qui estiment que peut-être le salut du continent viendra de ces dirigeants-là nés après les indépendances. Est-ce que vous pensez que c'est un problème générationnel? Il y a la génération parce que nous sommes aussi, nous venons de loin. Nous avons des expériences, des bilans à tirer. Ceux qui ont accumulé certaines expériences sont obligés d'être beaucoup plus pragmatiques. Nous sommes, la situation objective actuelle nous oblige à avoir des solutions durables pour nos pays et pour nos peuples. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de schémas traditionnels obsolètes qu'il faudrait rejeter de loin, fondamentalement, comme on dit, changer fondamentalement de paradigme. Et ça, c'est avec un nouveau leadership que cela pourra émerger. Et ce nouveau leadership sera beaucoup plus concret, beaucoup plus tourné vers des réalisations économiques, à travers des projets qui puissent plonger le continent africain dans le prochain siècle. Dans quelques années, nous serons le continent le plus peuplé du monde. D'accord. Nous sommes condamnés à trouver des solutions pour accueillir les milliards de jeunes Africains qui vont venir dans les prochaines années. Le Japon a fait la même chose. C'était un pays arriéré, 1859, l'ère Meiji. Ils se sont dit, il faut que nous nous donnons les moyens pour assurer notre indépendance, notre capacité économique et autres. D'accord. Copier le monde. Ils sont devenus forts. La Chine de même.
l'Asie, l'Inde... En effet, nous pouvons le faire. En effet, monsieur Bahouri, il y a beaucoup d'exemples de ce genre, mais moi je veux vous ramener à la réalité africaine. 57 ans que nous existons, toujours l'organisation de l'Union africaine elle-même peine à s'imposer aux États. L'ambition d'intégration, d'ailleurs d'intégration et de protection du marché africain, ça ne fonctionne toujours pas. Les petits défis sécuritaires ne sont pas réglés. Même les organisations sous-régionales qui existent peinent à se frayer un chemin, sans parler du financement de l'institution qui ne fonctionne pas. Moi, je vous pose la question ce matin, est-ce que finalement c'est un rêve qu'il faut continuer à nourrir? Le projet porté par le président libyen, le feu président libyen Muammar Kadhafi, celui des États-Unis d'Afrique, est-il toujours un projet viable? Monsieur Bahouri, votre avis? C'est un projet nécessaire, c'est un projet qui doit se construire de manière pragmatique et non pas de manière idéologique, et qui doit épouser les voies et moyens réalistes qui ont existé de par le monde. C'est tout à fait possible, et avec l'émergence de nouveaux leaderships, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les premiers ministres d'Éthiopie, des Paul Kagame et d'autres, il suffit qu'il y ait quelques locomotives sur le plan économique, sur le plan politique qui tirent pour que les autres s'arriment et que progressivement l'unité du continent puisse se construire. Merci beaucoup, Monsieur Bahouri, en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup, en espérant vous revoir évidemment dans ce studio. Très bonne fête à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation, à Mohamed Kamara ici en studio, Kabine Condé, Nalaï Sidibé, c'est Lamine Sidibé qui était là ce matin, Steve Le Guinéen Camara. Merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Marine Garel que vous allez retrouver pour les infos à 11h. Et puis sur Espace TV, les infos avec toute l'équipe de Moussa ici là. Et grand merci à vous tous. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous envoyer des messages. Voilà. Ediba Milimono, malheureusement, on n'a pas pu poser la question à Bahouri. Je vais faire lecture à quelques messages. Le problème sécuritaire en Afrique est dû en grande partie au problème de leadership. Quel est le pays qui va assurer le leadership dans le commandement de la force qui est mise en place? Il y a également un problème d'unité au sein des forces africaines, sans compter donc les moyens financiers. On a vu ce qui s'est passé avec le Comog, la jalousie entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour le commandement. Diba Milimono, évidemment, qui nous envoie ce message. On a aussi un Dr Dindé du côté de Kindia qui nous envoie ce tout message. Bonjour les GG. L'idée du panafricanisme est née hors de l'Afrique, hors du congrès de 1900, avec des hommes. Donc merci beaucoup, mon cher Dr Dindé, qui nous envoie ce message. Merci à vous tous. Vous êtes très nombreux d'ailleurs. Avec ce autre aussi, Fodé Baldé, qui nous envoie ce message. 57 ans de volonté exprimée. L'Afrique doit maintenant passer à l'acte et de la mise en place de l'Union africaine pour ensemble relever le défi de l'intégration qui passeront absolument par repenser les canaux financiers de la cessation de coups d'État constitutionnel pour le financement. C'est Fodé Baldé qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux. Voilà. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Sinon, moi, je vous retrouve ce soir à 20h, évidemment, pour votre plaisir. Prenez soin de vous. À demain.